Vous êtes un chevalier Jedi, vous, hein? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Le sabre laser à votre ceinture. Il y a que les Jedi qui en ont des armes comme celle-là. L'arme noble d'une époque civilisée. Tu penses à la prophétie de celui qui apportera l'équilibre à la force? Tu penses qu'il peut s'agir de ce garçon? La force? Oui, la force qui donne aux chevaliers Jedi son pouvoir. C'est une sorte de fluide créé par tout être vivant, une énergie qui nous entoure et nous pénètre et qui maintient la galaxie en un tout unique. La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Pendant des centaines de générations, l'ordre Jedi a su défendre et garder la paix et la justice dans l'ancienne République. Bien avant les jours sombres et l'avènement de l'Empire. Enfin, nous nous ferons connaître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Je sens monter ta colère. Je suis sans défense. Prends ton arme. Tu peux me terrasser avec toute la force de ta haine et tu auras terminé ton voyage vers le côté obscur. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Le conseil m'a donné la permission de te former. Tu deviendras un Jedi. Je te le promets. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode sur l'univers étendu de Star Wars. Alors, c'est l'épisode 9 si je ne me trompe pas. Je ne sais plus. Et je sais plus, bref, c'est pas grave, ça doit être marqué dans le titre. C'est toujours Gary Clover. Voilà, on est alors on a un petit changement là, ça peut-être s'entendre au niveau des voix. On a changé de matériel et de lieu d'enregistrement. Parce que maintenant j'ai dû recycler mon PC portable qui a quelques années, on a des petits faux contacts micro. Et mais bon, ça devrait bien se passer. Et aujourd'hui on parle de l'épisode 3 et de la purge des Jedi, puisqu'on va faire un pont direct jusqu'à un nouvel espoir dont on parlera dans le prochain épisode. Alors on va commencer par parler donc d'Anakin. Qui est le point central quand même de l'épisode 3. Exact. On va ensuite parler de tout ce qui est clin d'œil et un petit peu univers étendu qu'on peut retrouver dans l'épisode. Et on terminera avec l'Ordre 66 qui va déboucher donc sur la purge des Jedi et les donc 19 années à peu près qui séparent l'épisode 3 de l'épisode 4. Et on commence tout de suite avec l'histoire d'Anakin. Difficile à voir. Toujours en mouvement est l'avenir. Donc Anakin a pas mal évolué entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Déjà il est devenu chevalier. Donc on peut suivre l'évolution entre le Padawan et le chevalier dans les dessins animés Clone Wars. Et il est donc devenu un général à part entière de l'armée de la République. Oui, c'est devenu enfin un soldat accompli en fait. Voilà. On peut dire 2 ans de guerre. Ah ben sa forme, hein, de toute façon, c'est grâce un peu à ses faits d'armes qu'il a réussi à accéder à ce rang de Jedi, de chevalier Jedi. D'ailleurs, beaucoup de Padawan ont suivi le même chemin parce qu'ils ont perdu leur maître très tôt dans le conflit et ils sont vite montés en grade parce qu'il y avait besoin. Bah, il y avait besoin de Jedi, il y avait besoin de monde pour diriger l'armée. Les clones. Exact. Donc voilà. Bon, il a aussi beaucoup changé, c'est-à-dire que vu qu'il est plus Padawan, il est moins soumis au même code, on va dire vestimentaire que les autres. Donc il s'est laissé pousser les cheveux, il a plus sa tresse de Padawan. Puis il a un peu subi les marquages de ses combats. Il a une cicatrice au niveau de l'œil qui s'est fait lors d'un duel avec Assage Ventress. Il est marié. Il a aussi beaucoup plus de temps libre, visiblement, vu qu'il peut passer beaucoup de temps avec Padmé. Ouais. Beaucoup plus de temps libre. Plus de ses actions, en tout cas. Oui, il est moins surveillé. Après, par contre, c'est vrai qu'il est peut-être moins souvent présent avec elle, puisque il part quand même en mission. Oui, c'est sûr qu'après il a des missions. Donc c'est un peu plus compliqué. D'ailleurs, quand il la revoit au début de l'épisode 3, qu'elle lui annonce qu'elle est enceinte, on n'a pas vraiment de repère temporel, on ne sait pas depuis combien de temps ils se sont pas vus. On peut estimer que ça fait plusieurs mois, puisqu'elle n'a pas pu entrer en contact avec lui pour lui annoncer la bonne nouvelle immédiatement. Donc ce qui fait aussi que on ne sait pas à quel moment vraiment on se situe, que
dans l'épisode, tout au long de l'épisode, on voit que Padmé elle prend du ventre, mais on sait pas, on sait juste qu'elle est à terme ou plus ou moins à la fin de l'épisode, mais on n'a pas plus d'informations que ça. Autre chose qui marque énormément Anakin, c'est son rapport un peu particulier qu'il a avec le chancelier Palpatine, qui essaye à tout prix de le séduire, de l'emmener sur une voie un peu dangereuse. Mais en fait, Anakin évolue beaucoup au fil de l'épisode. Déjà, je veux dire un peu avant, mais tout au cours de l'épisode. On peut voir déjà qu'il n'est pas aussi détaché que beaucoup d'autres Jedi. Rien qu'au tout début du film, on peut le voir qu'il s'inquiète pour les clones qui meurent pour lui. C'est une chose. Enfin, alors qu'Obi-Wan pour lui s'en intéresse totalement, pour lui c'est pas son affaire, ils sont là pour ça. Anakin, on sent du coup qu'il a déjà un attachement particulier, qu'il a une empathie peut-être plus forte que la plupart des autres Jedi vis-à-vis des autres. Il s'est lié d'amitié avec plusieurs clones, notamment le clone Arc Alpha, durant l'une des missions. Donc forcément, vu qu'il a appris à les connaître, il a peut-être un peu plus de sympathie pour eux. Puis ça, même si je pense qu'Obi-Wan... Obi-Wan, je pense qu'il est plus résigné sur le fait que c'est des clones. Mais peut-être qu'au début, ça devait quand même lui faire quelque chose. Peut-être pas d'attachement, même si quand même il devient ami un peu avec le commandant Cody. Obi-Wan, mais il est quand même beaucoup plus détaché que Anakin qui a quand même, qui ressent un petit peu. Lui, ça lui fait mal de perdre un clone. Pour lui, c'est une vie, alors que, il le ressent, cette perte de vie, beaucoup plus qu'Obi-Wan, quoi. Ouais. Ça commence déjà par là. On peut voir du coup cette différence, voilà. Obi-Wan, lui, est maître de ses émotions. Pour lui, voilà, c'est ce qui doit être fait. Tant pis. Mais je pense Anakin a un profond respect pour la vie sous toutes ses formes. Faut quand même faut quand même se rappeler qu'il a été esclave, qu'il était dans un milieu très Tatooine. Quand il était enfant, c'était un milieu très dur. Donc, comme il dit, les esclaves qui essayaient de s'échapper, ils étaient exécutés, comme il dit, ils les faisaient exploser. Donc, je pense pas qu'ils les faisaient pas réellement une bombe à l'intérieur, mais ils avaient des traceurs GPS pour pouvoir les retrouver. Ils étaient exploités. C'était pas un milieu facile. Donc oui, ça c'est c'est le fait d'avoir été pris si âgé qui fait que il a une vision particulière. Mais bon, en tout cas déjà on voit qu'il y a un changement, qu'il y a un certain regard qui est différent de celui de la plupart des autres Jedi. Tout à fait. Donc après, il a ce lien donc très fort aussi avec Obi-Wan, où on sent déjà dans l'épisode 3, déjà dans l'épisode 2, au début, la scène de l'ascenseur. D'ailleurs, c'est toujours dans une scène d'ascenseur qu'ils se retrouvent et un peu à faire les cons. Où, disons que c'est leur moment un peu intime entre eux, où disons qu'ils arrivent vraiment à montrer à quel point ils sont amis et proches l'un de l'autre, quoi. Ouais. Donc ils déconnent un peu là-dessus. Quand quand la navette atterrit après le sauvetage du chancelier, ils se vannent un peu entre eux, genre tu m'as sauvé la vie, je vous ai sauvé la vie 10 fois. Il fait la petite vanne sur non, parce que il y en a des fois c'était pas vraiment le cas, ou que ils sont quittes parce que ils sont tous les deux un peu ils se battent un peu tous les deux sur une sorte de tableau de chasse, où ils tiennent des comptes, quoi. Les confrontations qu'ils ont eu à subir ensemble avec différentes personnes les a vraiment conduits à une amitié très forte entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Ouais. Ils se voient tous les deux comme des personnes très proches l'une de l'autre. Et voilà, quoi, c'est vraiment plus qu'un simple regard entre deux Jedi. Ça va plus loin non, que ça. Ils sont amis, ils ont eu le même maître dans la personne de Qui-Gon Jinn, même si c'était très court pour très court pour Anakin. Ça empêche pas qu'ils ont passé par les mêmes épreuves, ça fait des années qu'ils se connaissent. Et on a toujours dit qu'il y avait un lien très fort entre un maître et un apprenti. Là, c'est d'autant plus vrai qu'ils n'ont pas un écart d'âge qui est énorme, comme ça peut l'être dans certains cas. Oui, comme Qui-Gon l'a été avec Obi-Wan. Voilà, Qui-Gon était déjà beaucoup plus vieux, c'était pas son premier apprenti. Là, Anakin est le premier apprenti d'Anakin. Je pense qu'il a du mal à se détacher, justement. Il a quoi, peut-être 10 ans de plus, Obi-Wan? Ouais, ça doit être quelque chose comme ça, ouais. Peut-être, voire peut-être un peu moins, mais du coup, c'est deux copains qui se retrouvent, et que même si
Obi-Wan a un titre pendant longtemps, du coup il est le maître, ça reste quand même deux personnes qui s'apprécient énormément. Et cette relation va se dégrader, pas forcément, alors qu'on va dire, il y a aussi toujours un côté, Anakin est traité toujours comme un enfant en fait. Et ce qui le pèse énormément, mine de rien. Anakin a vu ses pouvoirs se développer au fil du temps, mais il ne voit pas la reconnaissance de ses pairs, chose qu'il recherche beaucoup. Alors que le principe même du Jedi, c'est de ne pas chercher de reconnaissance. Voilà, alors que lui, il est avide quand même un peu de cette reconnaissance. Il voudrait qu'on le prenne enfin pour la personne qu'il est. Il se dit, je suis quelqu'un d'assez puissant, je fais autant de boulot que les autres, j'aimerais qu'on le remarque. Il a un petit peu cette sensation-là. D'ailleurs, ça se voit au pile, puis en fait, c'est une sensation qui est exacerbée par Palpatine lui-même, qui lui dit, moi je te remarque, c'est pas le cas de tes Jedi. C'est pour ça qu'il se rapproche aussi beaucoup de Palpatine. Il trouve quelqu'un qui fait attention à lui, qui reconnaît son talent, et qui justement partage le même opinion que lui sur le fait que les autres ne reconnaissent pas son talent. Oui. Et d'ailleurs, Palpatine va pousser ça à l'extrême en demandant quand même au Conseil des Jedi de nommer Anakin au Conseil. Voilà, en gros, c'est vrai que Palpatine du coup va imposer quelque chose au Conseil, sauf chose qu'ils ne veulent pas vraiment, mais qu'ils vont quand même faire, ils vont l'accepter au Conseil. Mais le fait de ne pas l'accepter en tant que maître, c'est ça détruit tout le côté, la version, la reconnaissance qu'il devrait mériter. Ouais, c'est que en gros, pour moi, même si on a forcé la main au Conseil, ils refusent de suivre leur propre tradition. Il aurait pour moi. Ouais, voilà, je pense que Anakin aurait préféré qu'on l'accepte pas au Conseil, quitte à pas lui mettre le rang de maître. Ouais. Mais là, on l'accepte au rang de Conseil, mais en même temps, on le traite encore comme un enfant, on ne l'officialisant pas maître. En gros, on nous a forcé la main, mais c'est vraiment comme ça, quoi. Ouais. Du coup, après, Obi-Wan lui explique d'ailleurs justement que c'est sa relation avec Palpatine qui bloque un peu la reconnaissance, mais c'est une déchirure quand même pour Anakin de pas être reconnu comme maître. Après, faut voir aussi, Anakin il a connu sa mère, il a perdu sa mère, donc en fait il a eu une vie en dehors du temple. Du coup, la seule chose à laquelle il peut se raccrocher, c'est plus ou moins aux principes qui lui ont été inculqués en tant que Jedi, à toutes ces traditions Jedi, les chevaliers, les maîtres, le conseil. C'est son environnement. Et quand son environnement se retourne contre lui, il subit exactement la même chose que quand il perd sa mère finalement, où il est complètement perdu parce qu'il sait pas ce qu'il doit faire, et il a énormément de ressenti vis-à-vis des autres. C'est un personnage qui est très torturé de toute manière, et il resubit encore ça en fait quand Padmé finalement va pas finir par la rejeter, mais va avoir des doutes à son sujet, parce que ça arrive quand même plus tard pour le moment. Ça arrive plus tard, mais ça sera encore quelque chose. C'est à chaque fois en fait, il a l'impression d'avoir construit quelque chose, donc que ça soit il avait une vie auprès de sa mère qui a été détruite parce que sa mère est morte. Il avait une vie au temple qui, même s'il était quand même reconnu parmi les Jedi les plus puissants. Tout le monde lui disait qu'il était très puissant. C'est simple, tout le monde lui dit t'as beaucoup de talent, mais il te manque encore d'expérience et de la sagesse. C'est toujours ça qu'on lui répète, il te manque encore un petit peu d'expérience. Et ça, il le sait très bien, puisque d'ailleurs, dans une des scènes coupées qu'on peut voir, alors on le voit sur la version Blu-ray, je sais pas si elle doit être disponible sur internet ou peut-être sur les DVD, un petit dialogue entre Anakin et Palpatine, où Palpatine lui dit ils reconnaissent pas ton talent, moi je le vois. Anakin lui dit. Disons que Palpatine est très subtil en lui disant qu'il s'étonne de pas encore l'avoir vu siéger au Conseil. Il dit t'es assez puissant pour siéger au Conseil. C'est ce qu'il lui explique en fait. Et là il fait je manque peut-être encore un peu de sagesse et d'expérience. Il le reconnaît, il sait très bien qu'il peut pas. Et quand après du coup on lui propose une place au Conseil sans le rendre maître, et là ça coince parce que partager entre deux avis comme ça. Ouais, il sait plus vraiment à qui se fier quoi. Et c'est là, c'est ce qu'espérait d'ailleurs Palpatine,
Bah, c'est ce Il qu'il est- cherche de toute façon, il y a que ça. Hein. Lui, ce qu'il veut faire, c'est quand même un peu séparer les Jedi, et notamment, du coup, s'approprier de plus en plus Anakin. C'est pour ça que d'ailleurs, il a un sentiment très fort vis-à-vis de lui. On voit que Anakin s'est beaucoup confié à Palpatine. D'ailleurs, quand Palpatine fait référence au massacre qu'il a commis sur les Hommes des Sables, on sait que c'est l'une des rares personnes à qui il a parlé de ça. Il a dû parler de ça à Padmé et à Palpatine, et c'est tout. Bah, il en parle à Padmé, et oui, il lui avoue direct dans l'épisode 2 en disant qu'il les a tous massacrés comme si c'était des animaux. Parce que il ne respectait rien. C'est quelque chose aussi qu'on peut regarder au tout début de l'épisode 3, quand Anakin sauve enfin, fait plus ou moins, ça fait partie de la machination, mais sauve le chancelier. Le chancelier lui ordonne de tuer Dooku. Il a une hésitation, il dit non, je devrais pas faire ça, donc il sait que c'est mal. Oui, il dit, c'est il devrait être jugé. Mais c'est le chancelier qui lui ordonne, c'est aussi son ami, c'est la personne qui le respecte. Aussi, il a du respect aussi. Voilà. Ils ont un respect mutuel l'un envers l'autre. Donc du coup, bah, lui s'exécute, il exécute Dooku. Obi-Wan va même reconnaître ça, va dire ben c'est toi qui as sauvé le chancelier, tu as tué Dooku et tu m'as porté sur ton dos alors que j'étais inconscient. Il n'a pas vu aussi comment était tué Dooku, Obi-Wan. Il a pas vu que exact. Il n'a pas vu qu'il a été sommairement exécuté. Chose qui leur est sans doute réprouvé. Mais ça n'empêche pas que Obi-Wan lui dit bah c'est toi le héros du jour. Il lui dit que là, va voir les politiques, va te faire mousser, c'est toi le héros, c'est toi qui as sauvé le. Obi-Wan, lui, n'est pas trop axé sur ce style-là. Lui, c'est pas trop les politiques qui intéressent. Alors qu'il voit que Anakin, lui, est très proche du chancelier. Il dit bah vas-y. Il sait qu'Anakin cherche toujours un peu plus de reconnaissance. Il dit vas-y, tu l'as mérité, c'est à toi d'y aller. Donc il y a tous ces éléments qui fait que tout le monde lui dit ouais t'es super simple, t'es super fort, t'es le meilleur. Mais tu restes un gamin et on va pas te donner de récompense quoi. D'ailleurs, juste après que Anakin ait été nommé au conseil sans avoir le rang de maître, il y a une petite discussion avec Obi-Wan qui lui explique que c'est son attachement envers le chancelier qui pose problème. Au moment, Obi-Wan part d'ailleurs à ce moment-là pour Utapao pour aller chercher Grievous. À ce moment-là, quand Obi-Wan quitte Anakin, il l'appelle Annie. Il le traite encore comme un enfant. Voilà, il le traite comme un garçon, comme le petit garçon qui était sur Tatooine. D'ailleurs, autre chose qui montre les problèmes que le conseil peut avoir avec Anakin, c'est le fait même qu'ils envoient Obi-Wan chercher Grievous alors que Anakin s'était porté volontaire. Et que le chancelier avait d'ailleurs proposé qu'Anakin y aille. Voilà, Anakin du coup se dit je suis prêt pour y aller. Ils lui font non, on a besoin de quelqu'un de plus d'expérience. Voilà. Et alors, sans cesse, non seulement il dit ça, mais ils envoient surtout son mentor et presque son rival. Oui. Le gars avec qui il s'est toujours comparé. Et déjà dans l'épisode 2, il se comparait déjà à Obi-Wan, même à Yoda en termes de puissance. Et là, c'est celui qui me sert de modèle qu'ils envoient. Qu'est-ce que je fais mal en fait? Ça fait 20 ans que j'essaie de lui ressembler. Qu'est-ce qui déconne? Et Anakin va donc complètement se perdre. Après, ça c'est toujours en fait, c'est le côté qui l'amène à douter du conseil, à douter en fait limite de ses propres capacités. Bah disons que quand le conseil lui demande du coup d'espionner le chancelier Palpatine, il va se mettre à douter du conseil. C'est une chose qu'avait espéré d'ailleurs Palpatine. Il voulait qu'il doute du conseil pour en fait s'éloigner de plus en plus de la voie des Jedi. D'ailleurs ça fonctionne très bien. Il se met à douter un peu de tout, mine de rien, lorsqu'il y est. La seule certitude qu'il a, c'est qu'il aime Padmé, qu'il est puissant, mais qu'il n'en a pas la reconnaissance, et qu'elle risque de mourir. Et cette peur l'entraîne de plus en plus vers le côté obscur. Parce qu'elle est attisée par Palpatine, en fait. Ouais. Bah, on lui fait miroiter. Il est perdu, c'est-à-dire que
personne lui accorde la reconnaissance, et non plus il a les mêmes prémonitions que quand il a vu sa mère mourir. Il voit sa femme mourir en donnant vie donc Et disons qu'il au bébé. il a tellement souffert en fait de la perte de sa mère qu'il ne peut plus se dire je vais en perdre une autre, ce serait trop dur Ouais. pour lui. Il est prêt à tout pour éviter sa mort. Le Jedi lui explique, il faut l'accepter, elle va mourir, il faut vivre avec. Et là, Palpatine arrive et lui fait, je connais un moyen de la sauver. C'est évident que, enfin, par amour pour elle, bah du coup il va de plus en plus se rapprocher de Palpatine. C'est quelqu'un qui lui donne les clés de son, on va dire les clés de la réussite. Voilà, puis même, enfin, il lui donne, il fait, écoute, je vais pouvoir réaliser ton souhait le plus grand, je vais pouvoir te permettre de rester avec ta femme jusqu'au bout du monde. C'est quand même quelque chose, enfin. À partir du moment, on va dire, Anakin est conscient de ce qu'il fait. Il est tout au long du film, il est conscient de ce qu'il fait. Il sait que ce qu'il fait est mal, même si au bout d'un moment, jusqu'au début du duel avec Obi-Wan, il est conscient qu'il s'est engagé sur la mauvaise voie. Mais et c'est après il commence à disjoncter. Pour lui, il se ment à lui-même en pensant que la solution qu'il emploie est bonne. Dans le déroulement de l'action, Anakin va d'abord chercher donc une solution pour sauver Padmé, solution qui lui est donnée uniquement par l'ennemi des Jedi. Et il a le choix à un moment quand le chancelier, quand Palpatine lui dit, bah, il lui dit pas clairement, mais il dit je suis Seigneur Noir des Sith, mais t'as besoin de moi pour sauver ta femme. Eh bien, il lui dit même clairement qu'il est Seigneur Sith. Hein. Ouais, il lui dit qu'il connaît le côté obscur. Après, je c'est connais le côté Anakin qui obscur. fait la déduction que vous êtes le Seigneur Noir des Sith. Oui, mais bon, je veux dire, quand tu fais, ouais, écoute, je connais tout ce qu'il y a à connaître du côté obscur, c'est clairement explicité que, en gros, je suis un Seigneur Sith, quoi. Le fait est que, voilà, quand il est confronté à cette révélation, son côté Jedi l'emporte. Il n'est pas encore suffisamment sombré, en fait, il n'est pas allé assez loin dans le côté obscur pour le rejoindre tout de suite. Et c'est pour ça qu'il va le dénoncer Pour lui, voilà, il va à le Windu. dénoncer juste après en disant, écoutez, moi je sais qui est le Seigneur Sith qui m'a dit Et il se laissera pas faire, faites attention. Il va se battre et je vais vous accompagner pour l'abattre. Les gens lui font non encore, donc à nouveau il se fait mettre sur le banc. Oui, mais là c'est justifié et je pense qu'il comprend pourquoi aussi. Oui, dans ce cas-là. Qu'au départ il va pas, enfin, il réfléchit un peu, il retourne au temple, il fait un tour, il va même voir Padmé du coup il me semble entre temps. Non, même pas. Il retourne au temple, il est dans la salle du conseil. Il y a cette scène d'ailleurs où lui il regarde l'immeuble de Padmé, Padmé regarde le temple et il dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je veux dire, la seule personne qui peut sauver ma femme. Si je laisse faire ce qui va se faire, je vais peut-être ne pas pouvoir sauver ma femme. Alors je pense qu'à l'origine il y allait pas spécialement pour sauver le chancelier. Il y allait surtout pour empêcher les Jedi de le tuer. D'ailleurs c'est ce qu'il a fait. C'est quand Mace Windu allait exécuter le chancelier, lui il disait non, il faut qu'il soit jugé. Voilà, il voulait le maintenir en vie pour apprendre du coup ce qu'il avait à apprendre de lui. Il avait besoin de son savoir, sinon il perdait sa femme en perdant chancelier. Oui. Il avait vraiment besoin de lui. Du coup, quand Mace Windu perd un peu son calme et décide de l'abattre, chose que, bon, à mon avis, c'est vraiment son combat qui l'a exténué et le fait qu'il sache à quel point il peut être dangereux. Il se dit qu'il a plus vraiment le choix, c'est absolument qu'il élimine. Là-dessus, Anakin va blesser Windu et l'empereur va le finir en fait. Mais c'est un choix justifié de Windu, comme il le décrit. Le conseil, quand il sera en vie, toute c'est la un danger, machine. C'est surtout que toute la machine judiciaire et politique est contrôlée par Palpatine. Du coup, il s'en sortirait. Donc, si on le juge en étant un Seigneur des Sith, les gens vont dire ouais, c'est peut-être un Sith, mais bon, il nous a fait gagner la guerre. Et du coup, ça remettrait en question le statut des Jedi. C'est peut-être là aussi qu'on voit que les Jedi sont pas forcément tout blancs non plus. Je veux dire, ils ont aussi eux, ils savent en fait que le danger que peut représenter un tel homme. Le fait est que les gens pas forcément, et surtout le fait est qu'il ait tout le pouvoir à côté de lui, il est persuadé qu'il s'en sortira. Parce que les Sith sont des légendes.
pour eux, Je veux dire, ce ils ont sera jamais juste rencontré de Sith. un autre Jedi. De toute manière, pour les gens, enfin, déjà qu'on lui dise que c'est un Jedi, vite ils vont faire ouais, d'accord, il manipule la Force, mais vous aussi. Enfin, pour eux. Voilà, c'est un peu c'est l'histoire du croque-mitaine. C'est le grand méchant que personne n'a jamais vu qui reste dans les légendes. C'est pas quelqu'un les gens ne l'ont pas vu réellement Dark Maul, ils n'ont pas vu le comte Dooku se battre. Et quand de loin quelqu'un qui est, on va dire, un peu un néophyte, qui ne se connaît rien et qui a entendu des histoires, quand il voit quelqu'un qui est en train d'utiliser la force et qui a un sabre laser, il fait pas attention à la couleur du sabre laser ou à ce que la personne est en train de faire, il estime que c'est un Jedi. Oui. Donc dans tous les cas, Palpatine ayant une chance de s'en tirer, il valait mieux quand même de... Enfin, étant donné c'est les moyens dont il a à sa disposition, il a plus que des chances de s'en sortir Voilà. lors d'un procès ou autre. Non, puis c'est... mais de toute manière, enfin... Il aurait fallu qu'il soit sur escorte voilà. permanente. Il y avait quand même ce conflit, du coup, Anakin qui a besoin de lui en vie pour sauver Padmé. Il se dit s'il meurt, elle mourra avec lui et il ne peut pas se le permettre. C'est comme ça qu'il est à ce moment-là. Et du coup, c'est par amour pour elle qu'il va du coup empêcher Windu de le tuer. C'était que Windu après se fait électrifier par l'empereur. Ouais. Et il en décède. C'est quelque chose à laquelle même Anakin s'attendait pas. Même lui, ça le choque. Il voyait en fait l'empereur complètement essoufflé et juste après il tue Windu. Ça le choque et là il se dit c'est bon, je suis allé trop loin. Maintenant il n'y a plus de point de non-retour. C'est pour ça que c'est à ce moment-là qu'il accepte enfin de devenir l'apprenti de Dark Sidious en devenant Dark Vador. Voilà. Et Dark Vador, c'est pas le costume en fait. Dark Vador, c'est vraiment la personne qui est à l'intérieur. Après, il sera connu en tant que cette armure noire qui va terroriser toute la galaxie, bien plus qu'aurait pu le faire l'empereur. L'empereur n'apparaîtra jamais vraiment en public, de toute façon. C'est Vador qui sera sa main et son sabre. C'est son bras armé, c'est lui qui représente la vengeance et la force de l'empereur, mine de rien. C'est pas l'empereur en lui-même. L'empereur fait peur parce qu'il est l'empereur. Mais en soi, les gens craignent plus facilement Dark Vador car il est beaucoup plus proche et c'est lui la menace imminente. Oui. Après. Mais bon, du coup, ça deviendra son bras armé et son homme de main. Et c'est pour ça que juste après, il lui demande d'aller abattre ses derniers ennemis qui sont sur Mustafar. Lui, il se dit écoutez, tant que vous m'aidez à sauver Padmé, je le fais. Voilà. C'est ça, il explique ça clairement. Lui coûte beaucoup. Ça lui coûte beaucoup parce je le fais, mais c'est parce que j'ai pas le choix. Voilà, moi je dois sauver la femme que j'aime. Quand il est en train j'y vais. Quand il est en train de massacrer les chefs séparatistes sur Mustafar, il est pas bien. Il sait qu'il le fait. Sait qu'il doit le faire. Finalement que c'est mal. Voilà, parce que on le voit, il crie, il sort des pseudo cris de douleur ou quand il exécute froidement les gens. On le voit pleurer après. Et après voilà, on le voit pleurer. Il sait qu'il est allé trop loin. Même lui, ça lui fait mal, mais il sait qu'il avait plus le choix. Voilà, s'il avait pu faire autrement, il aurait fait autrement. Là, il n'avait pas d'autres moyens de le faire. Et c'est quand il va se mettre à parler avec Padmé, donc toujours sur Mustafar, qui va tourner complètement en se disant elle est là, elle est sauvée. Du coup, quand il la voit, lui il fait mais c'est génial, enfin tu étais là mon amour, on va pouvoir vivre notre amour. Enfin, je veux dire, c'est bon, les Jedi sont partis, ils pourront plus nous empêcher ce qu'on va vivre. En plus, vu que j'ai Sidious de mon côté, je vais pouvoir te sauver. Et après, je l'abattrai, je deviendrai le maître de l'Empire. Ça devient un peu mégalo quoi. Voilà, c'est complètement des délires mégalomaniaques. Qui, du coup, pour lui, lui ce qu'il veut après, c'est une fois que je me satisfais de ça, c'est bon, tout rentrera dans l'ordre et tout sera mieux dans le meilleur des mondes. On sera ensemble, on aura nos enfants. Je serai le maître, je ferai régner la paix partout. C'est comme ça qu'il voit les choses. Mais elle du coup, ça. Elle qui l'aimait toujours. Elle prend peur quand même. Elle l'aimait. Elle y va en disant je l'aime encore, il faut que j'aille le voir. Elle y va. Et là, elle tombe face à ça. Elle fait non, t'es plus l'homme que je connais, c'est même plus possible. Et du coup, là, quand il voit Obi-Wan qui sort, il se dit ça y est, tout le monde est contre moi. Même quand Obi-Wan annonce à Padmé que Anakin a tué les Padawan, les jeunes Jedi, elle refuse d'y croire. Elle dit c'est pas possible, Anakin peut pas faire ça. Et quand elle se rend compte que finalement, si
Elle dit bah, Bah, déjà, elle a il est beaucoup de perdu doutes. quoi. C'est Elle hésite quand même à se dire non, c'est impossible qu'il ait fait ça, mais elle a des doutes. C'est pour ça qu'elle va le voir. Oui. Elle veut avoir veut une tirer ça au confirmation clair, en fait. Elle veut entendre de sa propre voix dire non, je n'ai pas fait ça, c'est quelqu'un d'autre. C'est ça elle va pas entendre ça. Elle tombe sur quelqu'un complètement fou qui assume d'avoir fait de telles horreurs. Et du coup, ben là, elle peut que le rejeter parce que du coup, c'est plus du tout l'homme qu'elle a connu. Ça y est, c'est vraiment aussi là pour elle. Anakin est mort à ce moment-là. Ouais. Mine de rien. Et paradoxalement, c'est l'amour qu'a Anakin pour Padmé qui va le maintenir en vie quand il Et qui va même le pousser jusqu'à ses extrémités, quoi. ah bah quand il va survivre à la fin de son duel avec Obi-Wan. Bah d'ailleurs, pendant tout le coup, pendant son duel avec Obi-Wan, on voit du coup enfin les deux adversaires qui se confrontent. Enfin, même Anakin du coup a enfin les moyens de prouver qu'il est meilleur que son maître. Du coup, bah, ils s'y donnent tous les deux à fond. Obi-Wan pour l'arrêter, ils discutent un petit peu un moment. Du coup, quand à la fin Obi-Wan finit par dominer Anakin en lui coupant un bras et les deux jambes. Il lui explique on était comme des frères, il le voyait comme ça, comme un frère, c'était vraiment très fort pour lui. Il fait c'est censé ramener, on voit à quel point il a été déçu Obi-Wan de ce qui est devenu Anakin. Il était censé être un élu, c'était lui qui était censé restaurer la galaxie, en faire quelque chose de beau, et là il est devenu horrible. Voilà, et c'est exactement ça qui est devenu Anakin, c'est toute l'horreur qu'on espérait pas voir en fait. Ouais. Non, rien. Et après cette défaite, on va dire, c'est vraiment une défaite d'Anakin. La seule chose pour laquelle Anakin a fait tout ça finalement, au-delà même de la reconnaissance, c'est pour Padmé. Et c'est le fait de vouloir absolument la sauver, de vouloir absolument être sûr qu'elle aille bien. Je pense qu'il a repoussé ses limites. En théorie, comme tu disais, il a tout dépassé, il a tout fait. Et il explique beaucoup dans les bonus, et il a vendu son âme au diable pour permettre à sa femme de vivre. Et il se trouve qu'il finit par la blesser lui-même, tellement il est parti loin, quoi. Ouais, mais je veux dire, il a perdu 2 jambes, un bras, il lui reste plus qu'un bras mécanique, il est complètement brûlé, défiguré. Le gars il s'accroche encore à la vie parce qu'il se dit je veux sauver ma femme, je veux sauver celle que j'aime. Même si là c'est et il y a aussi la haine envers Obi-Wan. C'est cette haine c'est plus la haine envers Obi-Wan qui a été attisée du coup par l'empereur tout au long du film, mais que là il ressent vraiment c'est à cause d'Obi-Wan si j'ai pas pu faire ce que j'ai voulu faire. C'est ça en fait il a une rage, enfin il a vraiment la colère du côté obscur. Là il est vraiment passé de l'autre côté de manière radicale, c'est plus que sa rage qui le maintient en vie en fait. Sa rage, son désir de vivre, c'est quelque chose qui va au-delà d'une simple colère quoi. Et donc Obi-Wan finit par emporter le sabre laser de Luke, le futur sabre laser de Luke. D'ailleurs, qui est un élément important puisque il boucle la boucle, il récupère le sabre, le dernier sabre laser de son père, le dernier sabre de Jedi d'Anakin. Parce que avant qu'on le voit vraiment en tant que Dark Vador, il l'était déjà, mais c'était son sabre en tant qu'Anakin aussi. Voilà, donc et là il achève complètement la transition. Il dit Anakin est perdu, je récupère le dernier morceau qui reste Anakin du Jedi mort, que je connaissais. D'ailleurs, je pense même pas qu'il ait pensé qu'il ait pu survivre à ce qu'il a subi. Quand il part, il le voit en train de brûler, il se dit bon t'as envie de partir. Je pense que il l'a pas achevé parce que lui-même ne pouvait pas l'achever. Je veux dire. Il le dit à Obi-Wan. Il dit je ne pourrais pas tuer Anakin. Voilà, je pense que du coup il l'a vu comme ça, il a fait je préfère partir. Et je pense quand même pour lui ça a été trop dur de voir la mort de son ancien ami. Et du coup il a préféré partir en se disant bon il n'y survivra pas. Voilà. Et après donc Anakin est emmené par l'empereur dans un centre de robotisation on va dire pour revêtir son armure qui fera de lui la terreur de la galaxie. D'ailleurs ses premiers mots en tant que Dark Vador mécanique seront où est Padmé. La première chose que laquelle il s'inquiète c'est de sa femme. Voilà, lui son état il s'en fout, il pourrait rester que sa tête, il s'en fout, il veut savoir où est Padmé. Et d'ailleurs il reste que sa tête et pas grand chose de plus quoi, juste un tronc. C'est un homme tronc. Voilà. Et quand Anakin, l'empereur lui apprend qu'il l'a tué lui-même. Voilà, que c'est dit dans votre colère vous l'avez tué.
c'est il se hait lui-même, il se hait pour ce qu'il est devenu. C'est un déchirement complet. Hein. C'est et en fait maintenant c'est vraiment la touche finale pour le maintenir du côté obscur. Il est voilà, je pense pas qu'il y ait quelque chose de plus que déjà la haine envers les autres, ça mène au côté obscur, mais la haine de soi-même, ça doit être quelque chose assez dramatique. C'est toute sa culpabilité en fait qui va ressentir du fait d'être allé aussi loin, et maintenant il se dit bon, c'est bon, voilà, c'est fini. Ouais. D'ailleurs, c'est bon rappeler aussi que Padmé, quand elle un peu avant qu'elle décède, elle demande aussi ce qu'il en est d'Anakin. Oui. Les deux, enfin, ont toujours quand même des sentiments très forts l'un pour l'autre, malgré, ce qu'ils ont fait. C'est toujours l'espoir que l'autre s'en sorte en fait. Et d'ailleurs, Padmé dira tout à la fin, je sais qu'il y a du bon en lui. C'est parce qu'elle est persuadée qu'il n'a pas pu se tourner complètement vers du côté obscur. Qu'il l'a fait plus ou moins sous la contrainte ou en ayant peur de perdre quelque chose. Quoi. C'est une réplique qui reviendra du coup dans les épisodes suivants. Même Luke dira, je sais qu'il y a du bon encore en vous. Oui, exact. Et donc je pense qu'on a fini là pour... Et donc voilà, donc Anakin est devenu Dark Vador dans son armure, toute brillante. Toute neuve. Et qui siffle quand on ferme le casque. Oui, c'est là qu'on entend... c'est le premier souffle de Dark Vador et en même temps le dernier souffle de Padmé. Ouais. C'est en simultané. Et donc voilà, donc on a fini la partie sur Anakin et maintenant on va parler vraiment de tout ce qui est un peu plus univers étendu, les petites allusions, alors aussi bien univers étendu interne à Star Wars que les clins d'œil de George Lucas pour les autres. C'est vrai que dans le film il y a beaucoup de petits pour les autres réalisateurs, de petits œufs de Pâques on va dire. Déjà on peut voir la famille de George Lucas à 2 reprises. Ouais, bah il y a son fils, sa fille. Ouais. Voilà, son fils, sa fille. Alors sa fille, on la voit un peu avant l'opéra, avec la discussion qu'a Anakin avec Palpatine à l'opéra. Ouais. On les voit dans le couloir rapidement. Et George Lucas qui porte du coup lui un costume pour l'occasion. Oui, d'ailleurs, il est tout en bleu. Il a le visage entièrement bleu et sa fille aussi à côté qui est bleue. Voilà, donc on voit sa fille à ce moment-là. On voit son fils du coup lorsque Bail Organa vient voir ce qui se passe au temple Jedi. Ouais. Il y a un jeune Jedi qui vient du coup le sauver des clones et le sauver. Je suis pas certain que le Jedi vienne le sauver des clones. Non, je pense que surtout le Jedi voulait s'échapper et Bail Organa, parce que quand il arrive au temple, les clones disent non, vous faites demi-tour, vous rebarrez. Il allait repartir. Je veux dire, il n'y avait pas de menace. Il craignait pas grand-chose. Il a essayé de saisir son moment pour partir. Voilà. Mais bon, le fait est que ça échoue. Voilà. Après, le fait que les clones tirent sur Bail Organa, c'est parce qu'il a vu quelque chose qu'il aurait pas dû voir. Oui, voilà, c'est un témoin gênant même. Et il arrive à s'échapper. Bon, après, je veux dire, est-ce que ça a une réelle importance dans l'histoire? Non, c'est un clin d'œil et ça montre quand même que les clones sont conscients de ce qu'ils font et que. Bah, disons que ils avaient besoin de rester secret pendant un petit moment, le temps que tout se termine assez rapidement en fait. Ils avaient besoin que pour la transition ça se passe un peu de manière discrète. Oui. Parce que c'est à ce moment-là aussi que Palpatine déclare l'Empire en fait. Exact. Et pour que ça commence pas, pour que ça commence pas, disons en entendant, il y a eu un massacre horrible et ignoble d'enfants dans un temple Jedi. Bah écoute, on évite quand même que les gens sachent un peu trop. On leur dit, écoutez, la répression Jedi a eu lieu, voilà, ils ont essayé de prendre le pouvoir, je les ai enfanchés. Pour lui, il arrive comme un sauveur et il déclare l'Empire. Pas comme un homme qui vient de massacrer. Mais c'est le principe de tout tyran qui n'a pas acquis son pouvoir par un coup d'État. Je veux dire, quand tu prends des guerres comme, ou des gars comme Napoléon ou même César, ils ont acquis le pouvoir parce qu'on leur a donné. Sauf qu'ils l'ont gardé et ils l'ont perverti. Oui. Lui, c'est en ça que je trouve que Palpatine est plus brillant que la plupart des autres Sith qui l'ont précédé. C'est qu'il s'est servi du peuple contre le peuple. Bah, il a beaucoup pris son mal en patience en fait déjà. Oui. Je veux dire, il a été très patient. Il a déplacé ses plombs un à un en manipulant vraiment beaucoup de monde à la fois.
Et il a vraiment joué très fine, Voilà. franchement. Là où tous les autres conflits en fait c'était simplement les Jedi contre les Sith ou les Sith attaquent de front. C'est en fait on va dire que Palpatine et Dark Vador c'est l'accomplissement de Bah disons qu'il a retourné les Sith contre tout ce qu'ils essayaient de protéger. les D'un seul Jedi coup- tu veux dire. Ben oui, d'un seul coup il a dit Mais que je les veux dire, Jedi c'est étaient les ennemis du l'accomplissement peuple. C'est de la quelque chose, vision de Dark Bane qui a imposé la règle des deux. Il a dit de toute façon, un empire Sith ne peut pas survivre si la seule solution pour les Sith de l'emporter, c'est de manipuler. On n'est pas assez nombreux et on a trop tendance à se battre entre nous pour avoir le pouvoir, pour qu'on puisse le conserver. La seule solution, c'est qu'il y en ait deux, un maître, un apprenti, et que l'apprenti prenne à chaque fois le pouvoir. D'ailleurs, c'est tout de suite le délire d'Anakin. Il est à peine apprenti, il veut déjà le pouvoir, il Oui, se il y a disait peine on va vu de pouvoir pur, tuer. déjà. Voilà, donc c'est bien quelque chose qui est ancré dans les sites. Enfin, je veux dire, c'est le pouvoir appelle Enfin, le c'est pouvoir. le pouvoir pour le pouvoir. Ouais. Et donc il y a toute cette manipulation de la part de Palpatine qui va quand même réussir à bien servir ses intérêts. Bon, donc voilà pour deux trois petits trucs. Après il y a plusieurs hommages qui ont été faits pour certaines personnes. Alors en tout premier on peut citer lorsque le navire s'écrase au tout début du film, s'écrase par terre et qu'on voit un plan du coup qui part de l'extérieur vers l'intérieur du cockpit. Ouais, Voilà. une sorte de zoom, ouais. En fait ça c'est Lucas aime pas trop ça, mais il a fait il sait que Spielberg apprécie beaucoup. Et du coup, il a fait ce plan en hommage pour c'est lui. pour son copain. Ah, ils sont Et d'ailleurs, apparemment, c'est Spielberg même qui a donné l'idée du plan. Il a dit tu devrais peut-être le faire comme ça, d'après ce que Ouais. j'avais compris. Alors, enfin, je sais pas vraiment. Mais en tout cas, c'est Ouais, en tout cas, c'est un c'est pour hommage à Spielberg que Spielberg. ce plan existe. Après Spielberg, il y a une autre influence du coup dans le truc. C'est il y a une poursuite entre Obi-Wan Kenobi et Grievous. C'est du coup c'est Spielberg qui l'a écrit en fait cette scène de poursuite. Qu'il a écrite. Enfin, du moins, il a eu. Enfin, ouais, il me semble qu'il l'a écrite en partie. D'accord. Alors après, elle a dû être retravaillée à mon avis derrière. Mais disons que il n'était pas occupé et du coup, quand ils l'ont donné, il a proposé cette scène-là et ils l'ont faite. Ah, c'est sympa de sa part de participer un peu. Bah, c'est un Voilà, copain après, de George il y a- Lucas quoi, avec les Indiana Jones. Il y a des hommages à d'autres films déjà tout à la fin lorsqu'on voit du coup cette base dans le cratère où est amené Padmé. Oui, à C'est un 2001 hommage Odyssée à de 2001 l'espace. c'est l'espace, voilà, avec cette base lunaire où il découvre. Voilà, c'est de Kubrick. Ouais. Ah, putain. Ouais, je finis de le regarder. On a après il y a des clins d'œil qui sont en interne. Après, il y a aussi un dernier hommage du coup aux 7 samouraïs. C'est lors d'une discussion lorsque. Dans la navette. Enfin, dans la navette, dans le. Ouais, c'est une navette. enfin, Ouais, je sais c'est pas pas une navette, c'est une sorte de, c'est une l'hélico de canonnière combat, on va dire. entre Mace Windu, Obi-Wan et Yoda. Yoda. Ils discutent justement pour de ce qu'il y a un peu de l'empereur et tout. Enfin, du Enfin, chancelier du d'Anakin. chancelier. Ouais. Voilà, ils discutent un peu et en fait c'est un hommage aux 7 samouraïs. La manière dont Yoda se frotte toujours la tête, c'était apparemment une scène qui était dans le film aussi, dans ce film-là. Oui, Du coup, en fait, pour rajouter il un peu de explique crédibilité que au dans les personnage. 7 samouraïs de Kurosawa, c'est il le cite à un moment, c'est Kurosawa. L'un des personnages doit se raser la tête pour se faire passer pour un moine, et du coup, il a tendance à toujours passer la main sur son crâne parce que il a plus de cheveux, ça le dérange. Alors, dans cette petite scène, vu que Yoda a pas beaucoup de cheveux, il lui fait passer la main Voilà, sur et le du coup, crâne. ça permet de rajouter encore un peu plus de crédibilité au personnage numérique en fait. Voilà. Mais après, c'est vrai que c'est un peu. Enfin, c'est un clin d'œil, c'est-à-dire qu'il l'a fait comme ça, mais dans l'absolu, c'est beaucoup moins visible que l'existence, par exemple, d'un personnage, d'un film dans Star Wars. Oui, Ça, c'est clairement voilà, un clin d'œil. Là, c'est plus. Vu que c'est une attitude, elle est très difficilement décelable, et si on le sait pas. Nous on l'a su quand même parce qu'on a regardé les commentaires. Mais Comme dire, si d'habitude. on le sait pas, On c'est triche. mort quoi. Hein? On Ouais, triche. on a triché, ouais. C'est du cheat. Un autre hommage au fait qui dit à Star Wars en interne, lorsque la navette ramène Obi-Wan, Anakin et le chancelier au Sénat,
où on a en fait la moitié, à peu près même pas de la moitié, 80% de l'écran qui est pris par une sorte de gigantesque spatioport sur 3 Oui, niveaux. voilà, ça on voit tout le spatioport. Et Voilà, on peut voir, à du coup- 23 minutes et 55 secondes. Oui, très bien. Je suis fort. Où on voit en bas de l'écran, À droite. à droite, alors pas tout à droite, c'est un peu décalé, on voit un Faucon Millenium qui arrive et qui va se poser. C'est très rapide parce que la se scène gare, se coupe, oui, ça dure quelques secondes, on le voit juste qu'il se voilà. gare au même moment que notre- D'ailleurs, sur cette scène, ils expliquaient que il y a rien que pour positionner les vaisseaux spatiaux, parce que c'est vu que c'est un spatioport, il y a des dizaines de vaisseaux, il a fallu 6 semaines à l'animateur pour positionner les vaisseaux. Et il y a eu beaucoup de travail d'animation d'ailleurs dans cet épisode. Ouais, énormément. On le voit d'ailleurs que le travail d'animation est quand même meilleur que dans les précédents. Mais surtout, quand ils expliquent que la première scène de bataille qu'on voit de bataille spatiale, ça leur a pris 1 an à faire. Donc c'est Ouais. quand même été un sacré Et boulot. qu'à l'origine, elle devait durer 1 heure. Résultat, il dure 20 minutes. Elle dure 20 minutes. Et c'est parce qu'il y a Mais ça leur a tellement quand même- plein de choses. Ça leur a pris D'ailleurs, quand même 1 an à tout dériver. Ils font aussi une petite allusion au film de pirates, au vieux film de pirates. À un moment, il y a 2 vaisseaux qui se croisent en sens inverse et qui se bombardent. En fait, parce que les films de l'époque avec Errol Flynn, c'était les vaisseaux se croisaient et les canons faisaient feu pour pilonner l'autre jusqu'à ce qu'il y ait un vaisseau qui se mette à couler. Et là, c'est pareil, on a un des vaisseaux, il explose pas, mais c'est le vaisseau de Grievous qui se met à tomber dans l'atmosphère. Bon, il est récupéré par ces réacteurs de secours auxiliaires. Et donc il est récupéré comme ça, mais ils expliquaient que c'était quand même une bataille un peu vraiment à la manière des bateaux qui s'affrontaient à coups de canon. Oui, c'est un très typique des batailles navales Voilà. de ces époques-là, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme clin d'œil? Alors, déjà petit truc qu'on voit du coup dans... Faut savoir que pas un seul clone du film n'a été filmé, ce n'est que du numérique. Ouais. Il n'y a aucun clone naturel dans ce film. Ce qui montre quand même que c'est bien fait, hein, mine de rien. Ouais, quelques passages on Il y a voit quelques que passages, on voit clairement c'est que des animations c'est numériques, animations. Mais il y en a d'autres, ça reste quand même très impressionnant. même dans les scènes coupées qu'on a regardées tout à l'heure, quand on voit les visages, alors qu'il n'y a pas de post-prod, il n'y a aucun traitement dessus, on voit les visages, c'est les vrais visages, quoi. C'est impressionnant. Non, ils font énormément de progrès de ce côté-là, mais ça reste du numérique, quoi. Petit rappel du coup à toute première scène d'ouverture de l'épisode 4, lorsque le Tantive est abordé par un croiseur impérial, Ouais. et qu'il se fait embarquer dans la soute, on peut voir en fait cette même scène où en fait Obi-Wan dans son navire se fait aborder par un Tantive 4, par le Tantive 4 en fait. Voilà, donc la scène est complètement transposée où finalement c'est le Tantive qui tient lieu de gros vaisseaux qui Voilà, enfin voilà, c'est les rôles sont un peu inversés. Voilà, c'est un petit truc qui se sont mis pour eux, voilà, pour faire ce rappel du coup, voilà. Petite anecdote aussi assez marrante où le concept d'Inception était déjà repris à l'époque, où il parlait du fait que à un moment on voit un clone qui tient dans sa main l'hologramme de Palpatine qui lui ordonne d'exécuter l'ordre 66. Ça fera une petite transition pour le passage suivant. L'ordre 66, et que quand la caméra passe à un autre plan, on voit ce même clone toujours dans la même position, donc avec le bras tendu et l'hologramme dedans, qui est en représentation holographique dans le bureau de Palpatine. Mais l'hologramme du clone ne tient pas l'hologramme de Palpatine. Parce qu'il disait que ça ferait un peu redondant et que du coup, est-ce que l'hologramme de Palpatine devait lui aussi regarder Du coup, un clone Lucas a décidé de ne pas montrer Palpatine en hologramme. Donc en fait, un hologramme ne retransmet pas un autre hologramme. Voilà. C'est une règle définie. C'est pas con comme idée d'ailleurs. Mm. Donc voilà, donc c'était un peu c'est pas vraiment un clin d'œil parce que du coup le film est beaucoup plus vieux, mais je trouve que c'est marrant. C'est ce qu'on appelle une mise en abîme, je crois. Bon, pas vraiment, c'est juste. Ou quand là, t'as quelque chose dans quelque chose dans quelque chose. Oui, mais là, du coup, il n'y a pas quelque chose dans quelque chose. Oui, bah justement, ils l'ont enlevé pour supprimer cet effet un peu Pour pas que bizarre. ça aille trop loin, ils se sont dit, on va s'arrêter là. Voilà. Donc voilà. Et ça nous fait une magnifique transition pour la partie sur l'ordre 66 et la purge des Jedi. Obi-Wan ne peut plus l'aider, mais la Force est avec lui.
Le fils de Skywalker ne doit jamais devenir un Jedi. Et on revient pour la dernière partie de ce podcast avec la chute donc de l'ordre Jedi, l'ordre 66 et la purge qui va ce qu'on appelle la grande purge ou la purge des Jedi, c'est différents noms en fonction des traductions et des histoires qui va ça implique la mort de Jedi. Voilà, ça implique la mort de Jedi. Donc c'est quand même un événement assez important parce que c'est un événement qui est vraiment axé sur la perte de contrôle en fait des Jedi, c'est ils perdent complètement le contrôle. Ils perdent tout en fait à ce moment-là. Plus que leur contrôle, ils perdent aussi du coup tout leur savoir. Ils perdent déjà t'as l'ordre 66 qui va éliminer tous les plus grands membres actifs de l'ordre. Ouais. Mine de rien, il y a qui c'est qu'on va mourir du coup dans le film. Alors, le premier Jedi à mourir de l'ordre 66 c'est Ki-Adi-Mundi qui d'ailleurs qui fait en avant et les clones s'arrêtent et le mitraillent. Non, les premiers Jedi à mourir ce sont les 3 Jedi qui vont chercher l'empereur avec Mace Windu. Oui. Mais ils sont pas victimes de l'ordre 66, ils sont morts là un peu par hasard, ils sont morts un peu comme des merdes aussi. Ils vont à 4 pour arrêter l'empereur et là en 3 coups de sabre, t'as déjà 3 maîtres Jedi du putain de conseil des... Alors en maître Jedi c'était donc le premier qui meurt, donc qui a des petites cornes sur la tête, c'est Hagen Kolar. Le deuxième c'est avec les 2 cornes de chaque côté de la tête, c'est Sae Settin. Et le troisième, donc avec tous les tentacules sur la tête qui tient 3 secondes de plus que les autres, c'est Kit Fisto. Oui, il arrive à parer un coup avant de mourir. Ouais, et alors... Bon, on ne reparlera pas de la tristesse chorégraphiée par cette scène, mais... Ah ouais, parce que là c'est je meurs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, Palpatine, autant que pour Count Dooku, sont tous les deux assez âgés et n'y connaissent pas grand chose peut-être en art d'escrime. Du coup, les deux ont été totalement doublés pour leur scène. Si, il y connaît parce qu'il a fait quelques mais il est films. maintenant trop âgé, il a été complètement aussi doublé par son... ouais. Par sa doublure en fait. Lors des scènes d'action. Mais bon, ceci... Mais voilà. Mais bon, alors, on peut, si on garde au-delà du principe de pas mauvais acteurs, mais peut-être mauvaise direction artistique sur ce petit passage, on peut dire que l'empereur a été très rapide, il les a vraiment surpris, même s'il s'attendait peut-être à un peu de résistance, parce qu'il savait que c'était un seigneur noir des Sith, il s'attendait pas à une attaque frontale directe, et surtout il s'attendait pas à ce que le Sith attaque les 4 Jedi quoi. Tu te dis moi perso je suis face à 4 Jedi, j'ai beau avoir beaucoup de pouvoir, j'attaque pas. Donc bon, on va dire ils se sont fait surprendre. Beaucoup de Jedi se font surprendre durant l'ordre 66. Bah oui, c'est comme ça d'ailleurs qu'ils arrivent, que beaucoup de arrivent. Donc le premier... déjà que, du coup, ils tuent ces 3 Jedi, après ils tuent Mace Windu avec l'aide d'Anakin, et c'est là qu'ils déclenchent l'ordre 66. Et du coup, tous les Jedi qui faisaient du coup confiance aux clones s'y attendent pas, et du coup, beaucoup se font abattre. Voilà. Donc le premier c'est Ki-Adi-Mundi qui se fait tuer par ses clones. Alors je sais pas sur quelle planète il était, c'était une planète, une ville, alors il était peut-être sur Coruscant, mais ça va, je sais pas, non je crois pas. La deuxième c'est Ayla Secura qui a même pas le temps de sortir son sabre, parce qu'encore Ki-Adi-Mundi il avait son sabre sorti, donc il a pu parer quelques coups, mais il était pris en feu croisé, c'était impossible de s'en sortir. T'avais l'armée séparatiste d'un côté et les clones de l'autre qui lui tiraient dessus, ça faisait un peu beaucoup. Voilà. Là, après, on a donc Ayla Secura qui était là en exploration. Les clones, ils ont sorti les flingues, ils ont tiré, elle a rien vu venir. Après, on a Adi Gallia qui était sur un speeder où les clones reculent et il dézingue le speeder. Elle, c'est pareil, elle l'a pas vu venir. Celui qui l'a plus ou moins vu venir, c'est Plo Koon. Donc il s'est douté quelque chose, mais il a rien pu faire quoi. Quand il a commencé à se faire tirer dessus, c'était déjà trop tard. Il était en vaisseau spatial, en chasseur. Il peut pas utiliser ses pouvoirs de Jedi, il peut rien faire. Il était coincé quoi. Le fait est que toutes ces morts quand même, sont retransmises à Yoda. Lui, il les ressent ces morts. Ouais. C'est pour ça que du coup, quand les quelque chose, clones viennent pour l'abattre, il se défend et il sait très bien se défendre. Et c'est à ce moment-là qu'on voit Chewbacca. Ouais, Chewbacca, notre copain de Chewie. Qui du coup aide... Donc une petite dédicace à Ben Skywookie. Rapide, il se reconnaîtra. Donc... du coup Chewbacca et du coup je sais pas qui est l'autre... il donne le nom, mais je crois que c'est le père de Chewbacca. Ouais, je crois que c'est le père de Chewbacca du coup qui l'aide du coup à
Enfin, qui aide Yoda à s'en sortir. Tarful. Ouais. J'allais dire Chulak, mais ça n'a rien à voir. Ouais. C'est pas le même Star, c'est un Stargate. Donc on a voilà, donc on a cet ordre 66 qui est exécuté à plein d'endroits. Alors là on voit 4, 5 ordre 66 exécutés. Oui, enfin on Bah, voit il y a celui d'Obi-Wan aussi également. Bah, qui, on voit aussi du coup le massacre dans le temple Jedi. Voilà, Du coup le massacre de l'ordre 66 c'est tuer tous les Jedi. Et bah du coup les clones investissent le temple et tuent toute personne qui s'y trouvait. Voilà. Avec l'aide d'Anakin. Faut savoir que dans les bandes dessinées, il y a énormément de scènes, de mise en scène de l'ordre 66 qui sont rejouées avec d'autres Jedi. On a notamment Kinlan Vos, dont on a parlé dans le dernier épisode. Oui, qui est rapidement évoqué d'ailleurs dans le film. Oui, ils disent qu'il est en poste sur Boss Pity. En fait, donc sur la bande dessinée, on le voit, il est debout sur un Juggernaut. Alors le Juggernaut, c'est une sorte d'énorme tank avec des roues juste monstrueuses. Je crois qu'il y a une dizaine de roues qu'on voit 2-3 fois dans le film. Il est debout sur un Juggernaut en train de regarder un combat. Et il y a un autre Juggernaut qui tire sur le premier, qui le fait exploser. Alors il ne se fait pas tuer parce qu'on le retrouve plus tard, mais il passe pour mort justement à ce moment-là. C'est pour ça que derrière de la même manière que Obi-Wan Kenobi qui se fait tirer dessus par Cody, et qui finalement en fait c'est le lézard qui se fait toucher et il s'en sort. Mais du coup c'est en... Je sais même pas si le lézard se fait toucher, j'ai surtout l'impression qu'en fait il tire à côté et que le lézard il perd l'adhérence qu'il avait sur le mur et qu'il tombe en fait. En tout cas voilà, bon, le fait est qu'il tombe dans l'eau et bon il est considéré comme mort. Et du coup les clones ne le recherchent pas. Disons que s'ils étaient retombés dessus, voilà. À l'inverse, ils cherchent Yoda, puisqu'à un moment ils regardent, il y a que des Wookiees morts ici. Ils savent que du coup il s'en est sorti Yoda. Voilà. Et qu'ils trouvent pas son cadavre. Alors bon là au milieu d'un lac souterrain, ils n'avaient pas le rechercher non plus. Bon, et après il y avait plein d'autres Jedi qui étaient en mission sur d'autres planètes. Beaucoup se sont fait tuer. La majeure partie de l'ordre Jedi est éliminée à cet instant-là. Est éliminée à ce moment-là. À chaque ordre 66 qui est donné, on a un Jedi qui meurt. Certains plus ou moins chanceux ou peut-être plus rapides comme Yoda et Obi-Wan vont s'en sortir. D'autres comme Kinlan Vos également qui a réussi très bien à s'en sortir. D'autres Jedi qui n'étaient pas spécialement en mission avec des clones, soit parce qu'ils étaient en mission dans d'autres, peut-être en infiltration, ils avaient autre chose à faire, ou... voilà, ils avaient autre chose à faire, qui n'étaient pas avec des clones, ont pu s'en sortir. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un signal que l'Empire en fait, parce que l'Empire est nouvellement créé, lance un signal de l'ordre 66. Voilà, il lance un signal en demandant à tous les Jedi de revenir au temple parce que la guerre est finie. C'est un piège. C'est simplement que les Jedi reviennent se faire tuer au temple. Il y a pas d'autre. C'est le moyen de objectif. récupérer tous les Jedi un peu perdus, éparpillés. Parce qu'à mon avis, il y en a d'autres. Je veux dire même quand t'es en formation, pas forcément en combat, t'as pu être envoyé ailleurs ou comme ci comme ça. Enfin bon, il y a plein de façons différentes de séparer un Jedi d'un autre, des autres. Là voilà, c'est le moyen de les récupérer en leur tenant ce piège là. C'est pour ça que Obi-Wan et Yoda font tout pour couper le signal. Mais ils le coupent et surtout ils le changent pour dire aux Jedi restez planqués. Restez voilà, planqués, on est dans le... Oui voilà, on s'est bon, fait avoir. C'est la misère. Restez où vous êtes. Donc voilà, donc là l'ordre 66 est donné, la plupart des Jedi sont morts ou portés disparus. On a pas mal de Jedi qui sont complètement perdus. Et commence, donc là c'est l'avènement de Dark Vador également, avec le duel, après le duel entre Obi-Wan et Anakin. Et on commence à ce moment-là une nouvelle période. Donc déjà c'est la construction de l'Empire, où on a pu voir dans le film plusieurs vaisseaux qui étaient les prémices des LX, des chasseurs TIE. On a aussi les vaisseaux impériaux, qui sont les gros croiseurs impériaux, qui sont un peu plus présents sur la fin du film. Ils y ressemblent beaucoup plus. Oui, à toute fin du film, on voit clairement un destroyer impérial. Voilà, avec les uniformes, on voit même le grand Moff Tarkin. Voilà, Tarkin qu'on voit rapidement qui vient s'adresser à Dark Vador qui est dans le vaisseau. Et c'est vrai que,
Du coup, ils lui ont mis une prothèse pour qu'il ressemble beaucoup, mais Parce que c'est c'est vrai qu'on l'acteur reconnaît bien d'origine du coup qui est cet acteur Tarkin qui est là en fait. c'est, Il a été là en fait depuis le Peter début. Cushing, l'acteur, Mm. qui est mort depuis belle lurette, il me semble. Donc ils ont trouvé quelqu'un, sachant que Christopher Lee, qui joue de coup, était très copain avec Cushing, et il a trouvé quelqu'un qui lui ressemblait pour jouer ce rôle-là. D'ailleurs, c'est Et on voit d'ailleurs même l'étoile noire en construction. Ouais. Donc comme quoi, l'empereur avait vraiment tout manipulé jusqu'au bout. Ça fait des années quand même qu'il prépare la chose. Parce quoi. que tous les plans, l'étoile noire, tout était créé. L'armée clone avait en elle intégré donc l'ordre 66, qui était l'exécution des Jedi, qui était dans leur formation. Je sais pas trop comment ils s'étaient débrouillés pour inclure ça. Et le cacher aux Jedi, puisque même si les Jedi regardaient la formation des clones, ils voyaient pas cet ordre 66. Ouais. Oui, bah ça devait être, disons que je pense que personne s'est attardé vraiment à tout ce que, enfin, au programme d'apprentissage Ouais. qui était intégré par les Après, clones. c'est l'ordre 66. Je pense qu'il aurait appelé l'ordre 666 en référence un peu au diable, ça aurait été trop voyant. Ils l'ont appelé l'ordre 66. Je sais pas si c'est une référence à quoi que ce Je soit. sais pas, sincèrement. Je peux pas Mais dire. bref. Peut-être que des commentateurs. Ah, on n'a pas tout vu encore, c'est voilà. Et donc commence la grande purge des Jedi. Alors, la purge des Jedi, ça passe par plusieurs choses. Premièrement, c'est donc déjà des avis de recherche pour tous les Jedi qui sont présumés encore vivants. Énormément d'avis de recherche qui seront publiés, des primes sur la tête des Jedi. En gros, pour apporter un sabre laser de Jedi ou une tête de Jedi à un bureau impérial, on va vous verser une prime. Donc c'est Ce qui démontre bien du coup parce qu'il explique cette relation qu'ont l'Empire avec les chasseurs de primes. oui, parce que ça reste des gens un peu indépendants qui vont quand même servir leurs intérêts sous couvert d'être payés. Après, ils en ont rien à foutre. Je veux dire, c'est chasseurs de primes qui doivent tuer un Jedi ou qui que Oui. ce soit d'autre, ils s'en foutent. Enfin, Mais je c'est pense vrai que ça leur fait ça leur fait de la main d'œuvre pas chère, parce que si le chasseur de primes se fait tuer au combat, ben c'est lui qui Bah, ça ils regarde. ont rien à y perdre, ils ont tout à y gagner. En tous les cas, c'est moins cher qu'impliquer 40 000 personnes pour trouver quelqu'un. Et bien souvent, en fonction des Jedi qui étaient visés, Dark Vador était lui-même dépêché sur place. Dans certains cas, donc le Vador intervenait directement pour affronter le Jedi correspondant. Et on a alors l'un des affrontements. Alors c'est pas un affrontement qui est extraordinaire, mais qui démontre quand même que plus ou moins la puissance de Vador et on va dire son côté un peu impitoyable. C'est son affrontement avec la Femme Sombre. La Femme Sombre était une Jedi qui, dans l'optique de renoncement à tout ce qu'elle possède, a même renoncé à son nom. Elle allait vraiment très loin. Apparemment, elle avait des méthodes d'enseignement très, très spéciales. On va pas dire qu'elle était à la limite du côté obscur, mais que elle allait peut-être même trop loin dans le côté lumineux, c'était peut-être trop hard pour certains Padawan, et donc très difficile à gérer. Et elle s'est réfugiée sur une planète, et puis en tant que Jedi, on va dire, elle fait son petit jardin, elle s'occupe de la nature, et notamment quand Dark Vador la retrouve, elle est au pied d'un arbre qui est le dernier arbre de son espèce, qui est une espèce du coup en voie de disparition. Et d'extinction même. Ouais, d'extinction là, c'est voilà. Même plus, et Vador va pas dernier, hésiter à piétiner, à massacrer l'arbre juste pour tuer la Jedi. Il en a plus rien à foutre en fait de ce qui se passe. Son objectif, c'est de tuer les Jedi. Ah bah oui, maintenant. Et la Femme Sombre passait quand même pour être une Jedi d'assez haut niveau, hein, et il l'a détruite en très très peu de temps. Voilà. Une autre histoire. Alors, hop, je reprends mes petits papiers, plus ou moins. Alors, l'autre histoire, c'est connu comme étant le conclave de Kessel. Donc, juste après l'avènement de Vador, hein, c'était en moins 19, où un Jedi invite d'autres Jedi à se réunir. Donc en fait ça fait un total de 8 Jedi. Donc un Jedi invite 7 autres Jedi à se réunir dans plus ou moins une sorte de mine d'épices sur la planète Kessel.
dans le but de discuter de plein de trucs, éventuellement de l'avenir de l'ordre Jedi. Sauf que le Jedi qui est à l'initiative de ce conclave a cru bon de prévenir Dark Vador en disant et il met ses copains devant le fait accompli et il dit en fait c'est un piège pour Dark Vador, on va essayer de tuer Dark Vador. Ça marche pas. Dark Vador arrive effectivement parce que il a l'occasion de tuer des Jedi, il le fait. Il a une vraie haine envers les Jedi. Il va tuer, avant d'être mis à mal, c'est-à-dire avant d'être mis en difficulté, il va tuer 5 Jedi sur les 8. Parce que déjà il y en a un qui va charger d'entrée, donc il va le couper. Le couper dans son élan. Il va en tuer 5. Chose qui revient assez souvent dans les. Voilà. Donc les 3 qui vont rester, c'était des maîtres Jedi, hein, pas des chevaliers, c'était vraiment des maîtres Jedi. Les 3 qui vont rester vont affronter un Vador qui est déjà blessé, qui est pas vraiment dans son assiette, hein. Voilà, qui est pas au meilleur de sa forme. À ce moment-là arrive le 501e. Alors, petit aparté sur le 501e, le 501e Légion est reconnu comme étant la légion qui appartient à Dark Vador. C'est celle qui est emmenée au temple pour massacrer les Jedi. C'est une sorte de légion d'élite, c'est le 501e. Et je ferai une petite autre chose, un petit aparté là-dessus à la fin de l'épisode. Donc le 501e arrive, il tue 2 des 3 Jedi présents. Le dernier Jedi, alors si je me souviens bien, c'est Maître Tsushoy. On voit un mec une créature de son espèce qui conduit un pod. C'est une tête allongée avec bleu et qui va se prendre un pilier dans la grotte et qui fait bah. Voilà, tu vois à quoi ça ressemble. Eh ben voilà, c'est lui, c'est un mec de ce type-là qui s'appelle Maître Tsushoy. Il va sauter sur les clones pour se défendre. Vador est incapable d'agir pour le moment, il est un peu sonné, donc il va sauter sur les clones pour éviter de se faire tuer. Et ben il a sous-estimé Vador. Vador va le bloquer en l'air avec la force et il va se faire tirer dessus. Il va se faire tirer dessus. Il va se faire exécuter donc par Dark Vador. Donc ça montre bien que même si il est amoindri, c'est-à-dire qu'il a il n'est pas au mieux de sa forme. C'est Anakin avec même blessé, c'est quelqu'un de dangereux. Ça reste quelqu'un de très très dangereux. Il est capable d'affronter plusieurs Jedi. Alors 8 Jedi, c'était peut-être un peu trop pour lui. C'était juste après qu'il ait une armure, donc il avait peut-être pas forcément. Mais il était peut-être pas encore assez adapté. Voilà, pas encore assez adapté. Mais il a quand même tué 5 Jedi sur les 8 sans aide. Même si du coup son armure est beaucoup plus développée que celle de Grievous. Oui, parce qu'en fait. C'était un premier essai en fait. Mais Grievous c'est plus un droïde avec des organes, alors que Anakin c'est un humain qui a des bras mécaniques. Des tentatives de l'empereur pour construire ce genre de personne. Exact. Et après ça a donné Dark Vador avec vraiment. Lui c'est même plus lui qui respire du coup, alors que Grievous a encore des organes fonctionnels. C'est presque plus le cas d'Anakin. Ben si, à l'intérieur les organes sont encore fonctionnels, mais je pense que il est sous respirateur. Hein, il est sous respirateur, c'est obligatoire, mais je veux dire il peut quand même vivre, donc il a forcément quelques organes qui continuent à faire. Oui, c'est sûr. Marcher. Mais disons que beaucoup sont assistés quoi. Ouais. Et donc cette purge des Jedi va faire grand bruit parce que les Jedi sont considérés comme étant limite des criminels dans la République, dans l'Empire. Bah oui, parce qu'ils ont essayé de faire un coup d'état. Voilà, ils ont essayé de tenter un putsch qui a échoué. Donc forcément, ils sont poursuivis, ils sont chassés, traqués dans toute la galaxie. On a certains Jedi. Alors, c'est les bandes dessinées Dark Times aux éditions Delcourt. Alors je préviens d'emblée, ces bandes dessinées sont pas, c'est Dark Times, c'est-à-dire c'est l'époque sombre, ça porte bien son nom. Si la plupart des bandes dessinées Star Wars sont accessibles, on va dire aux plus jeunes, genre des gamins de 8 ans, Dark Times c'est à éviter, hein. En dessous de
c'est un moins de 12, un petit rond comme à la télé, moins de 12, parce qu'il se passe des trucs assez choquants, hein. Il y a notamment des créatures qui se ressemblent à des dinosaures. En fait, c'est des sauriens, c'est des sortes de je sais pas comment décrire ça. Ils sont intelligents, hein, ils parlent, ils vivent en société. Et ben, il y en a une qui se fait manger, qui se fait cuisiner, manger par un mec qui dit c'est une créature. C'est un mec un peu taré dans un épisode, on le voit pas longtemps, mais qui estime que il peut tout manger. Dans l'absolu, il pourrait se faire un rôti de Wookie. Tant que c'est pas humain, il estime que c'est de la nourriture en fait. C'est une façon de voir les choses, hein. Il y en a, je veux dire, même quand ils sont humains. Voilà. Non mais donc, et puis c'est un environnement qui est très sombre. Et honnêtement, enfin, éviter de mettre ça entre toutes les mains, mais c'est des bonnes bandes dessinées où on voit en fait Dark Times, c'est la purge des Jedi, où un des Jedi va se retourner contre l'armée clone. À l'origine, il se battait contre les indigènes avec l'armée clone, et là il va rejoindre les indigènes contre les clones. Il va retourner sa veste parce que il a été trahi par les clones, clairement. Et il va chercher à pas se venger, mais surtout à protéger les gens qu'il estime être plus dignes de survivre, donc les sortes de reptiles là. Je sais pas comment ils appellent ça dans l'espèce. Un autre passage assez dramatique là aussi. Alors je sais pas si c'est dans Dark Times, je crois pas. Où en fait on voit un maître et son apprenti, un jeune padawan, qui reviennent de mission sur Coruscant. Ils sont rappelés par le message justement du temple. Et ils arrivent sur Coruscant et ils voient tout le monde dire, alors ils n'arrivent pas en tant que Jedi, hein, en tant que personne lambda. Ils voient tout le monde dire les Jedi ont fait un coup d'état, les Jedi sont des méchants. Le maître va prendre une décision. Il va voler des vêtements, il va raser la tête de son apprenti, il va lui couper la mèche, enfin bref. Et il va jeter les sabres laser et il va dire à son apprenti mais non, tu t'en vas, tu vas vivre ta vie sans moi. Et lui pareil, le maître va vivre de son côté. Alors je crois que ça s'arrête là. On voit le padawan qui est complètement perdu, qui est livré à lui-même parce que lui il a rien connu d'autre que l'ordre, hein. La plupart des jeunes padawans ils ont jamais rien connu d'autre, hein. Et on peut même pas se dire il va continuer à se cacher avec son maître. Non, parce que c'est peut-être trop voyant. C'est trop voyant. Si le maître est un peu connu et qu'il se fait repérer, le padawan se fait repérer. Donc si le maître lui dit la seule solution c'est de lâcher mon padawan pour que lui au moins il soit en sécurité. Les padawans sont pas vraiment fichés puisque. Puis même de toute manière dans quelques années voilà, ce sera plus le même. Donc, voilà. Alors que lui il est déjà vieux, il changera pas physiquement donc on peut encore le retrouver. Donc il y a plein de Jedi qui vont se cacher. Ce qui explique pourquoi des années plus tard on a des Jedi qui reviennent sur le devant de la scène, des Jedi qui ont subi la guerre des clones. On parlait notamment dans le dernier épisode de la Jedi Tsara, qui était l'arbre qui était une Neti qui va vivre plusieurs centaines d'années et qui va rencontrer les descendants de Luke Skywalker. Pareil, le Jedi ou la Jedi, on ne sait pas trop, qui s'appelle Krurk, qui avait été blessé par Kinnan Vos, qui est un Whippid et qui vit des centaines d'années, qui va aussi survivre, qui va se cacher et survivre à cet ordre 66. Mais mine de rien, même avec l'apparition de l'Alliance, la victoire de l'Alliance et le fait que Luke Skywalker refonde l'ordre Jedi, tous les Jedi ont vécu, les Jedi ont vécu pendant quasiment 30 ans en restant cachés de la République, en restant cachés de l'Empire et de toute autre société, que la plupart en fait vont même pas savoir que l'Empire sera tombé et vont rester cachés. Tellement loin que ouais. Pour pas être retrouvé, c'est la seule solution. Ouais. C'est de vivre en dehors en marge de toute société, parce que dès qu'on approche la civilisation, il y a des risques qu'on soit repéré, quoi. Donc c'est ce qu'a fait Yoda quand il s'est planqué sur Dagobah. Ouais. Donc la grande purge va vraiment donner on va dire des ailes à l'Empire, puisque c'est la traque des Jedi et c'est tout le monde en fait, déjà tous les chasseurs de primes qui rêvaient de se faire la peau des Jedi, et maintenant ils vont avoir une légitimité
ils vont être payés pour tuer des Jedi, ça va être la foire d'empoigne pour. C'est vraiment une hécatombe quoi. Au niveau des Jedi, il y a très peu. Ils estiment à peu près à une centaine de survivants de l'Ordre 66. C'est les estimations. Alors, en survivants, t'as aussi bien des Padawan qui étaient. Enfin, aussi bien des Jedi comme Yoda ou Obi-Wan qui étaient directement impliqués dans la guerre, que des Padawan ou des maîtres qui étaient beaucoup plus éloignés que ça et qui étaient pas impliqués directement. C'est un Padawan qui était parti faire ses courses. J'étais allé chercher un cristal pour mon sabre, je suis revenu, plus personne, plus de clones, et c'était un peu la Non, galère. mais, sincèrement, des fois ça tient à ça, hein. Survivre à un truc comme ça. Hein. Bah, c'est clair. Donc voilà, donc c'est la fin de l'ordre Jedi tel qu'on le connaît. La purge des Jedi va aller beaucoup plus loin que simplement tuer des Jedi. L'empereur, dans son délire un peu mégalo de contrôle, va jusqu'à détruire tout ce qui fait l'identité des Jedi. Le temple sera détruit. Alors détruit, ça reste un gros bâtiment, c'est difficile de tout détruire comme ça, mais en gros le temple sera gardé en permanence. Les archives Jedi seront effacées, endommagées au plus possible en fait, de façon à ce que plus personne puisse remettre la main sur ses connaissances. Enfin, du moins ce qui concerne directement la formation de l'ordre Jedi. Les cartes stellaires ou les trucs comme ça, je veux dire, il n'y a aucun intérêt. De l'histoire, l'existence des Jedi quoi. Voilà. Donc tout ça va être alors chose qu'il arrive d'ailleurs presque à faire. Hein. Voilà, pas complètement détruit. Ça reste un mec qui est toujours en recherche de pouvoir. Un pouvoir qu'il ne maîtrise pas, il va essayer de le maîtriser et l'empereur va se créer une sorte de musée ou de collection privée sur Coruscant dans un super destroyer impérial. Le siège des renseignements de l'Empire et une bonne partie des infrastructures de l'Empire même seront situés dans des bâtiments qui seront en fait, on saura plus tard, qui sont en réalité un vaisseau, un gigantesque super destroyer impérial un peu comme l'exécutor de Vador, le gigantesque vaisseau de Vador dans l'Empire contre-attaque, qui sera enfoui sous la cité et sous Coruscant en fait, sous les bâtiments. D'ailleurs, quand il va décoller, ça va foutre un bordel. Je comprends, t'as un quartier qui s'envole, ça me ferait bizarre aussi. Il s'envole pas vraiment parce que en fait le vaisseau il est sur le dos. Donc il se retourne. Il va se retourner avant de décoller. Donc ça va vraiment foutre. Dans tous les cas, ouais, voilà, t'as un quartier qui se retourne. Voilà, ça fait un sacré bordel. Donc il va stocker des statues de l'ordre Jedi, tout plein de reliques en fait des Jedi, des connaissances, des encyclopédies, enfin un peu des holocrons, plein de trucs qui vont lui permettre potentiellement déjà on va dire de se repaître de sa victoire, c'est-à-dire de passer dans son musée et dire voilà je vous ai tous niqué. Enfin il a tout le pouvoir quoi. Voilà et après augmenter ses connaissances, augmenter son pouvoir. Ça sera pas non plus monstrueux hein, mais il y a quelques petits des sabres laser qui auront été ça a une importance plus tard en fait, c'est un peu plus tard dans l'univers étendu on verra ça où un des descendants des Jedi va retrouver ces reliques là en s'échappant donc de ce vaisseau, Corran Horn qu'on verra bien plus tard qui est un des personnages centraux d'après la deuxième trilogie, enfin après les épisodes 4, 5, 6. Voilà, il y a autre chose qui implique en fait la purge, c'est que les familles de Jedi sont obligées de se cacher. On parlait dans un précédent épisode des Jedi coréliens qui étaient en fait parmi les rares Jedi à avoir le droit de former des familles parce que c'était des clans de Jedi et qui vivaient comme ça depuis tout le temps et il n'y a pas de raison que ça change et que les Coréliens avaient toujours eu énormément d'indépendance par rapport à la République, voire et même les Jedi coréliens par rapport aux autres au Conseil Jedi. Et ces Jedi ont donc des familles et les familles vont devoir se cacher. Notamment Corran Horn, donc fils de Jedi, va être adopté par le meilleur ami de son père biologique et on lui aura caché toute sa vie qui était son vrai père.
pour lui, son père adoptif était son père biologique. Jusqu'à ce qu'il découvre la vérité, qu'il découvre qu'il avait des pouvoirs de Jedi. Mais en gros, voilà, c'est tout ce qui implique la purge, c'est que au-delà de détruire un ordre, plus ou moins un ordre religieux, ça va surtout détruire des familles, tous les clans dérivés de l'ordre Jedi, donc les Gensarai, il y a d'autres clans, enfin, c'est pas ils font pas vraiment partie de l'ordre Jedi, En gros, mais tout utilisateur de la voilà, force, c'est les utilisateurs de la force vont être pourchassés et exterminés, donc c'est vraiment une chasse à la sorcière, quoi. Donc voilà, c'est un peu toute l'histoire de la purge des Jedi. Il n'y a pas énormément de... Il y a des récits, mais c'est des récits ponctuels, puisque souvent ça tient en compte de l'affrontement entre Vador et un Jedi, et le Jedi se fait tuer à la fin, ou arrive plus ou moins à s'échapper. Mais il n'y a pas de longue histoire en fait sur la purge des Jedi. C'est très épisodique. Il y avait juste... C'est un massacre pur et simple. De toute personne qui est retrouvée en fait, hein. Donc bon, à la limite, ce qu'il y a beaucoup à dire. C'est même des personnes cachant les Jedi sont tuées. C'est voilà, en fait c'est une purge. Ils ont l'intention d'éliminer tous les Jedi et tout utilisateur de la Force qui n'est pas Sith. Et voilà, c'est tout. Il y a même les utilisateurs. C'est vraiment dans le but d'être les seuls à détenir savoir et force et puissance en fait. Voilà. Après, plus tard, on verra ça un peu plus dans d'autres épisodes, mais il y a des Jedi qui vont revenir un peu plus sur le devant de la scène, qui ont déjà été formés par exemple, et qui ont ou même des gens qui faisaient partie des clans un peu parallèles aux Jedi, donc Gensarai et autres, qui vont revenir auprès de Luke Skywalker pour être formés. Voilà. Donc c'est tout pour la purge des Jedi. Et je crois que c'est tout pour cet épisode. Et bien aussi. Parce que on a tout. Si oui, je voulais juste faire une petite aparté concernant, je vous ai parlé tout à l'heure du 501e Légion. Il faut savoir que le 501e Légion, c'est une association, une véritable association qui existe, qui est l'association parallèle qui s'appelle Rebel Alliance, qui sont des sortes d'associations de cosplay. Ils fabriquent leurs propres armures de Stormtroopers. C'est une association qui est internationale. Et souvent, dans les manifestations Star Wars, on va voir des gens, ou même donc, par exemple à la Japan Expo, où il y avait eu les deux conventions Star Wars, donc Star Wars Réunion 1 et 2 en France. Il y a Star Wars Célébration en Allemagne aussi. Il y a la Parade de la Rose en Californie. Il y a Star Wars Célébration aux États-Unis. Ça, c'est des manifestations où apparaissent le 501e Légion et Rebel Alliance. Donc, dans le 501e, on a aussi bien les Stormtroopers, Dark Vador, l'Empereur, les gardes impériaux. Et dans le 501e, c'est les chasseurs, les pilotes d'X-Wing, les soldats avec leurs petits gilets, leurs chemises bleues, leurs gilets noirs là qu'on voit dans Un Nouvel Espoir, les soldats sur Hoth également, tout ça. Donc c'est deux associations qui font dans le costume. Je voulais en parler parce que du coup c'était l'occasion, vu que j'abordais le 501e, tant qu'à faire, voilà. Donc j'espère qu'ils seront contents de cette petite pub gratos. Même si je pense que cherche costume Star Wars, on tombe assez vite là-dessus. Et ils font pas mal d'animations aussi dans donc tout ce qui est convention Star Wars et science-fiction. Voilà. Donc j'espère que la qualité audio de cet épisode n'aura pas été trop problématique. J'ajusterai au besoin. Dans le prochain épisode, on va parler donc de Un Nouvel Espoir. Je pense aussi que ce sera un épisode assez long, parce que c'est de là que partent en fait la plupart des délires de l'univers étendu. Ouais. Tous les dérivés des personnages qu'on peut... Ah oui, tiens, petite chose aussi qu'on a complètement oublié, parce que là, je repense du coup épisode 4 et Alliance Rebelle. Logiquement, c'est dans des scènes coupées de l'épisode 3. Exact.
qu'on voit la création de l'Alliance Rebelle en fait. Alors, elle est pas décrite en tant que telle. On va pas dire, pour moi, Ouah, c'est on va créer l'alliance. Non, c'est plus en fait quelques sénateurs. Donc, dans les sénateurs, on a Padmé, Bail Organa, Mon Mothma, et il me semble qu'il y a, il y en a un quatrième. Je suis quasiment sûr qu'il y en a un quatrième qui sont là pour dire, ouais, ça nous plaît pas. Il faut qu'on forme une sorte de petite coalition contre ça. Et en fait, Padmé est à l'origine fait partie des premiers fondateurs de l'Alliance Rebelle. En fait. Ce qui est assez intéressant, parce que finalement, donc Bail Organa va. Ah oui, bah, chose aussi de l'épisode 3, donc Bail Organa va adopter Leia, pendant que Luke va être redonné à son oncle et sa tante, à sa véritable famille. Et du fait que Bail Organa faisait partie de l'Alliance, Leia va à son tour. Leia va à son tour prendre une grosse part dans l'Alliance, parce que elle est la fille adoptive d'un des membres fondateurs. Voilà. Et là, je crois que c'est bon, on a tout fait. Oui. À savoir que la scène coupée n'apparaît pas sur le Blu-ray, hein, notre grande déception, mais on doit pouvoir la retrouver sur le DVD. Je crois qu'elle était sur le DVD bonus de l'épisode 3. Voilà, donc prochain épisode sur un nouvel espoir, donc avec plein de choses sur l'univers étendu, ça va être assez énorme, je pense. Après, ben pareil, on va continuer sur l'Empire contre-attaque, sur le retour du Jedi. On aura alors un passage sur quelques périodes. On va pas tout faire parce qu'en fait, il y a tellement de romans après de romans et d'histoires sur l'univers étendu dans cette période qu'on va vraiment faire les trucs très importants. Après on aura le Nouvel Ordre Jedi, après on aura encore plus loin Star Wars Legacy. Oui mais bon, on a du taf encore. C'est hein. pas tout ça dans le prochain quoi. Non, c'est pas tout dans le prochain, heureusement. Non, on a du taf, on va s'y mettre. Donc je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée ou tout dépend bonne à nuit. quelle heure vous écoutez ça. Ça dépend à l'heure à laquelle vous écoutez ça. Et bon appétit si vous regardez ça en train de manger. Si vous écoutez ça en train de manger. Et puis ben à la prochaine. Voilà. Plus puissant tu es devenu d'un coup. Le côté obscur je perçois en toi. J'ai désormais plus de pouvoir que tous les Jedi. Je rajoute ce petit message en post-prod lors du montage de l'épisode. Donc c'est simplement pour rappeler que vous pouvez nous laisser des commentaires sur iTunes, ce qui nous permet d'avoir un peu plus de visibilité vis-à-vis des autres podcasts. Sur le blog, si vous voulez poser des questions ou quoi que ce soit. Pareil, sur Twitter, @GaryCover pour des questions d'ordre général sur le podcast ou quoi que ce soit d'autre. Et il y a également une page Facebook, alors qui est très peu visitée, mais bon, le temps que ça se lance, tout ça. Donc c'est sur facebook.com Star Wars Podcast ou Star Wars Univers étendu. Donc vous pouvez laisser des commentaires, pareil, poser des questions sur Facebook si besoin est. Et donc je remercie également tous ceux qui nous ont posé des questions auxquelles on a pu répondre, tous ceux qui ont laissé des commentaires sur les différents médias. Voilà. Au revoir.